On se retrouve aujourd'hui pour la correction de ce bac blanc numéro 2 de spécialité maths d'une durée de 4 heures. Le premier exercice, un exercice d'analyse avec une première partie portant sur les équations différentielles. On vous donne l'équation différentielle y' plus 2y égale 3 exponentielle moins 3x. Première question, soit u la fonction définie sur r par u de x égale moins 3 exponentielle moins 3x. Vérifiez que la fonction u est une solution de l'équation e. Pour vérifier que u est solution de l'équation e, on va d'abord calculer u'. Donc u est de la forme exponentielle une fonction, et donc u' de x, moins 3 on le garde, et ensuite la dérivée de exponentielle moins 3x, c'est moins 3 exponentielle moins 3x. Ce qui nous donne pour u' de x, 9 exponentielle moins 3x. Je calcule maintenant u' de x plus 2 fois u de x. Ce qui nous donne 9 exponentielle moins 3x plus 2 fois moins 3 exponentielle moins 3x. Ce qui fait 9 exponentielle moins 3x moins 6 exponentielle moins 3x. Et ça, cela nous donne 3 exponentielle moins 3x. Donc, u est bien solution de e. Deuxième question, on considère l'équation différentielle e' qui est égale à y' plus 2y égale 0. Donc e', c'est y' plus 2y égale 0, c'est-à-dire y' égale moins 2y. On sait, d'après la leçon, que lorsqu'on a une équation différentielle de la forme y' égale ay, les solutions sont de la forme grand C, une constante exponentielle à x. Ici, la valeur de a, c'est moins 2, donc les solutions de e' sont les fonctions qui à x associent c exponentielle moins 2x avec c constante. Question 3. En déduire les solutions de l'équation différentielle e. On sait que les solutions vont donc être la solution particulière, donc 3 moins 3 exponentielle moins 3x, plus c exponentielle à x, avec c constante. On cherche la solution telle que phi de 0 doit être égal à 2. Si x égale 0, alors on a moins 3 exponentielle 0 plus c exponentielle 0, et on sait que ça doit être égal à 2. Ça veut donc dire que moins 3 plus c est égal à 2, donc que c est égal à 5. Donc, phi de x est égal à moins 3 exponentielle moins 3x plus 5 exponentielle moins 2x. On poursuit avec la partie B. Donc on considère la fonction f définie sur r par f de x égale 5 exponentielle moins 2x moins 3 exponentielle moins 3x. On peut constater en fait que cette fonction f est la fonction phi que l'on vient de trouver à la partie A. On admet que la fonction f est deux fois dérivable sur r, on note f' sa dérivée et f seconde sa dérivée seconde, et on appelle cf sa courbe représentative de la fonction f sur r. Déterminer l'équation de la droite t tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0. Donc, on sait que l'équation d'une tangente, c'est y égale
f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Ici, a est égal à 0, et donc il nous faut f' de 0 et f de 0. f de 0, je peux déjà la calculer, c'est 5 exponentielle 0 moins 3 exponentielle 0, ce qui nous donne 2. f' de 0, j'ai besoin de calculer f' de x. f' de x est égal à 5 fois moins 2 exponentielle moins 2x, moins 3 fois moins 3 exponentielle moins 3x, ce qui nous donne moins 10 exponentielle moins 2x plus 9 exponentielle moins 3x. Et donc f' de 0 est égal à moins 10 exponentielle 0 plus 9 exponentielle 0, ce qui nous donne moins 1. Donc t a pour équation y égale moins 1 facteur de x moins 0 plus 2, soit y égale moins x plus 2. Deuxième question, on admet que f seconde de x égale 20 exponentielle moins 2x moins 27 exponentielle moins 3x. Étudier la convexité de la fonction f sur R. Pour étudier la convexité, on doit étudier le signe de f seconde. F seconde de x, donc il va falloir l'écrire sous forme factorisée de manière à pouvoir étudier son signe. Donc, on réécrit l'expression et je vais factoriser par ce que je peux factoriser, c'est-à-dire exponentielle moins 2x. Si je factorise par exponentielle moins 2x, il me reste 20 moins 27 exponentielle moins x. Et je sais que exponentielle moins 2x est strictement positif. Donc on étudie le signe de 20 moins 27 exponentielle moins x. Étudions quand c'est que 20 moins 27 exponentielle moins x est plus grand que 0 par exemple. C'est équivalent à 27 exponentielle moins x plus petit que 20. Donc que exponentielle moins x est plus petit que 20 sur 27. Donc en passant au logarithme, que c'est plus petit que ln de 20 sur 27. Et ça nous donne moins x plus petit que ln de 20 sur 27. Donc x plus grand que moins ln de 20 sur 27. On en déduit du coup le tableau de signes que voici pour la dérivée seconde. Donc on est sur R, donc moins l'infini plus l'infini. J'ai une valeur d'annulation qui est moins ln de 20 sur 27. Donc là c'est le signe de f seconde de x. Et donc, je viens de voir que 20 moins 27 exponentielle moins x était positif pour x plus grand que cette valeur. Donc, c'est de signe plus ici et c'est de signe moins là. Et on en déduit donc que f est convexe sur l'intervalle moins ln de 20 sur 27 plus l'infini. Et concave sur moins l'infini, moins ln de 20 sur 27. On poursuit avec la question 3. Montrer que f de x supérieur ou égal à moins x plus 2 sur l'intervalle 1/2 plus l'infini. Moins x plus 2, c'est une expression que l'on a trouvée déjà précédemment puisque l'on sait que t
la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0 a pour équation y égale moins x plus 2. Donc en fait, on s'intéresse à montrer que f de x est supérieur ou égal à l'équation de la tangente C. Quand on a ce type de question, il faut penser à utiliser la convexité de la fonction. Sur l'intervalle 1/2 plus l'infini, 1/2 plus l'infini, on a vu que pour nous, sur l'intervalle moins ln de 20 sur 27 plus l'infini, la fonction était convexe. Moins ln de 20 sur 27, c'est à peu près 0,3. Donc sur l'intervalle 1/2 plus l'infini, f est convexe. Et on sait que lorsque la fonction est convexe, sa courbe est au-dessus de toutes ses tangentes. Donc CF est au-dessus de ses tangentes sur 1/2 plus l'infini. Donc, on peut en déduire que CF est au-dessus de T. D'où f de x supérieur ou égal à y, c'est-à-dire f de x supérieur ou égal à moins x plus 2, l'équation de notre tangente sur l'intervalle 1/2 plus l'infini. Exercice 2, dichotomie. On considère la fonction g définie sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini par g de x égale 1 plus ln de x sur x. Déterminer la limite de la fonction g en 0. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0, de ln de x, on sait que c'est moins l'infini, pour x plus grand que 0 bien entendu. Et limite quand x tend vers 0 pour x plus grand que 0 de 1 sur x, c'est égal à plus l'infini. Donc, par produit, limite quand x tend vers 0 pour x plus grand que 0 de ln de x sur x, puisque c'est en fait la limite lorsque x tend vers 0 pour x plus grand que 0 de ln de x fois 1 sur x, ça nous donne moins l'infini. Et donc, ensuite, en ajoutant 1, on obtient que la limite quand x tend vers 0 pour x plus grand que 0 de g de x, ce sera moins l'infini. Deuxième question, déterminer la limite de la fonction g en plus l'infini. On sait que limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x, ça va nous faire 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Question 3. On note g' la dérivée de la fonction g, montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini, on a g' de x qui est égal à 1 moins ln de x sur x carré. Je m'intéresse à ln de x sur x, c'est de la forme u sur v. U, c'est ln de x, v, c'est x, donc j'obtiens que u', c'est 1 sur x, et que v', c'est 1. Donc g' de x est égal à la dérivée de 1, c'est égal à 0, et ensuite je vais avoir u'v moins uv' sur v au carré. Ce qui nous donne ici u', c'est 1 sur x, fois x, moins ln de x fois 1 sur x au carré, et on obtient que g' de x est égal à 1 moins ln de x sur x carré comme donné. Dresser le tableau de variation de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini. X carré est strictement positif, donc je vois qu'on sait que 1 moins ln de x est positif lorsque ln de x est plus petit que 1, et donc ça je sais que c'est lorsque x est plus petit que exponentielle de 1, c'est-à-dire e.
J'obtiens du coup le tableau de variation suivant. Donc je travaille sur 0 plus l'infini, attention, donc on n'oublie pas les doubles barres en 0. Et ensuite, donc sur 0 plus l'infini, la valeur GE, donc ça c'est le signe de G' de X qui s'annule ici. Donc on a vu que 1 moins ln de x est plus grand que 0 pour x plus petit que e, donc c'est positif ici, négatif là, et donc les variations de g sont croissantes puis décroissantes. La limite en 0, on a trouvé que c'était moins l'infini. La limite en plus l'infini, on a trouvé que c'est 1. Et il me reste à calculer g de e, qui est égal à 1 plus ln de e sur e, c'est-à-dire 1 plus 1 sur e. On poursuit avec la question 5. Démontrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini. Déjà, la première chose que l'on peut constater, c'est que sur l'intervalle e plus l'infini, g est une fonction strictement décroissante. Et que g de x est compris entre 1, la valeur, et que g de x est compris entre 1, son minimum, et 1 plus 1 sur e. Or, 0 n'appartient pas à l'intervalle 1, 1 plus 1 sur e. Donc, g de x égale 0 n'a pas de solution sur e plus l'infini. Intéressons-nous à l'intervalle 0e. Sur l'intervalle 0e, la fonction g est continue, car dérivable, strictement croissante, et la valeur 0 appartient à moins l'infini, 1 plus 1 sur e. Du coup, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0, e. Donc, d'après ce que l'on vient de dire précédemment, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0 plus l'infini. Question 6. On note l'algorithme de dichotomie ci-contre écrit en langage Python. On rappelle que la fonction log en Python représente la fonction logarithme népérien. Exécutez cet algorithme en complétant le tableau suivant. Après l'avoir recopié sur votre copie, on prendra e égale 0,2. Attention, vous rajouterez autant de colonnes que nécessaire à ce tableau. Donc, dans cet algorithme, on a plusieurs variables. On a la variable a, la variable b
On a ensuite l'écart que l'on doit comparer à E, l'écart étant égal à B moins A, d'après la lecture de l'algorithme. Ensuite, on a la variable M qui est égale à A plus B sur 2. Et ensuite, on a une condition à vérifier, 1 plus log de M sur M plus grand que 0. Et faire quelque chose si c'est positif, autre chose si c'est négatif. Donc nous allons compléter pas à pas ce tableau de manière à exécuter cet algorithme jusqu'à retourner les valeurs de A et B que l'on obtiendra lorsque l'écart deviendra plus petit que E. Donc on commence l'algorithme avec A qui vaut 0,1, B qui vaut 1,1. Ensuite, l'écart est égal à B moins A, et 1,1 moins 0,1, ça fait 1, c'est plus grand que 0,2, donc je poursuis ma boucle while. M est égal à A plus B sur 2, c'est-à-dire 0,1 plus 1,1 sur 2, ce qui me donne une valeur de M qui vaut 0,6. Je dois regarder dans la condition if quel est le signe de 1 plus log de M sur M. Si je calcule avec la calculatrice 1 plus log de 0,6 sur 0,6, je trouve 0,15. Comme 1 plus log de M sur M est positif, on prend la première condition, donc c'est B qui prend la valeur de M, c'est-à-dire B devient 0,6, A reste à la même valeur. Et je recommence mon algorithme. Donc l'écart B moins A 0,6 moins 0,1 ça fait 0,5. C'est toujours plus grand que 0,2. Donc je passe à ma boucle while. M est égal à A plus B sur 2, c'est-à-dire 0,1 plus 0,6 divisé par 2, ce qui me fait 0,35 pour M. Et lorsque je calcule 1 plus log de 0,35 sur 0,35, je trouve à peu près moins 2 qui est négatif. Je passe donc du coup à la condition else, c'est-à-dire que c'est A qui prend la valeur de M maintenant. Donc A devient égal à 0,35. B reste la valeur 0,6 et je recalcule l'écart. 0,6 moins 0,35, c'est égal à 0,25, qui est toujours plus grand que 0,2. Donc, je repasse dans ma condition while. M est égal à A plus B sur 2, donc 0,35 plus 0,6 divisé par 2, ce qui me donne 0,475. Et je calcule 1 plus log de 0,475 sur 0,475. Je trouve à peu près moins 0,57 qui est négatif. Donc, c'est la condition else qui est exécutée et la valeur de A prend la valeur de M, donc 0,475. La valeur de B reste 0,6. Je calcule l'écart, 0,6 moins 0,475, ça fait 0,125, qui est plus petit que 0,2. Et donc, ma condition while n'étant plus respectée, l'algorithme s'arrête là. Et donc, l'algorithme retourne A égale 0,475 et B égale 0,6. Question 7. Que représentent les valeurs A et B retournées en fin d'algorithme? Si je regarde bien, en calculant 1 plus log de M sur N, c'est-à-dire 1 plus ln de M sur M, je calcule en fait G d'une valeur M. Et en constatant si c'est plus petit ou plus grand que 0, j'encadre la solution de G de X égale 0. Et donc A et B représentent un encadrement
de alpha à 0,2 près minimum pour notre algorithme que l'on vient d'exécuter, le 0,2 correspondant en fait à l'écart E que l'on cherche. Et donc on sait que alpha va être compris entre 0,475 et 0,6, notre encadrement étant plus petit que 0,2. On poursuit avec l'exercice 3, un exercice de probabilité. Donc les demandes de probabilité seront arrondies à 0,001 près. Un laboratoire pharmaceutique vient d'élaborer un nouveau test antidopage. Partie A, une étude sur ce nouveau test donne les résultats suivants. Si un athlète est dopé, la probabilité que le résultat du test soit positif est égale à 0,98, ce qu'on appelle la sensibilité du test. Si un athlète n'est pas dopé, la probabilité que le résultat du test soit négatif est égale à 0,995, c'est spécificité du test. On fait subir le test à un athlète sélectionné au hasard au sein des participants à une compétition d'athlétisme. On note D l'événement, l'athlète est dopé, et T l'événement, le test est positif. On admet que la probabilité de l'événement D est égale à 0,08. Première question, traduire la situation sous la forme d'un arbre pondéré. Donc, première chose, on s'intéresse au fait que l'athlète soit dopé ou pas. Donc, D ou des barres. La probabilité que l'athlète soit dopé est égale à 0,08 comme indiqué dans l'énoncé. Donc la probabilité qu'il ne soit pas dopé est égale à 0,92. Ensuite, on fait subir le test à l'athlète. Et donc, on a deux possibilités. Le test est positif ou il ne l'est pas. Donc, test positif T, test négatif T bar. La probabilité que le test soit positif alors que l'athlète est dopé est égale à 0,98. Donc, la probabilité que le test soit négatif alors que l'athlète est dopé est égale à 0,02. La probabilité que le test soit négatif alors que l'athlète n'est pas dopé est égale à 0,995. Et donc la probabilité que le test soit positif est égale à 0,005. On obtient donc l'arbre que voici. Deuxième question, démontrer que P de t égale 0,083. Pour pouvoir calculer B de t, on se sert de la formule des probabilités totales. Et pour pouvoir utiliser la formule des probabilités totales, il faut parler de la partition. D et D bar forment une partition de l'univers. Pourquoi ? Parce que on a D inter D bar qui est égal à l'ensemble vide et D union des barres qui est égal à l'univers entier. D'après la formule des probabilités totales, on a P de T qui est égal à P de D inter T plus P de D bar inter T. Mais d'après l'arbre, P de D inter T, c'est égal à P de D que multiplie P de sachant D de T. Et P de D bar inter T, c'est égal à P de D bar que multiplie P de sachant D bar de T. Ce qui nous donne 0,08 fois 0,98 plus 0,92 fois 0,005. Ce qui nous donne exactement 0,083 comme recherché. Question 3.
Sachant qu'un athlète présente un test positif, quelle est la probabilité qu'il soit dopé? Ici, on cherche, sachant qu'il est positif, donc sachant T, la probabilité de D. C'est égal à P de D inter T sur P de T. Ce qui nous donne P de D inter T d'après l'arbre, c'est P de D fois P sachant D de T sur P de T, c'est-à-dire 0,08 fois 0,98 sur 0,083, ce qui nous donne à peu près 0,945. Donc la probabilité qu'un athlète soit dopé, sachant que le test est positif, est 0,945. Passons à la question petit b. Le laboratoire décide de commercialiser le test si la probabilité de l'événement un athlète présente un test positif et dopé est supérieure ou égale à 0,95. Le test proposé par le laboratoire sera-t-il commercialisé juste pour que le test soit commercialisé? Il faudrait que la probabilité que le test soit positif, sachant que l'athlète est dopé, supérieure ou égale à 0,95. Or, P de D sachant T est égal à 0,945, qui est plus petit que 0,95. Donc, le test ne sera pas commercialisé. Passons à la question B. Dans une compétition sportive, on admet que la probabilité qu'un athlète contrôlé présente un test positif est 0,103. Dans cette question 1, on suppose que les organisateurs décident de contrôler 5 athlètes au hasard parmi les athlètes de cette compétition. On note la variable aléatoire grand X égale au nombre d'athlètes présentant un test positif parmi les 5 athlètes contrôlés. Déterminez la loi suivie par la variable aléatoire grand X, justifiez votre réponse. Donc, on a ici une épreuve de Bernoulli, car seulement 2 issues, dont le succès est le test est positif, avec P égale 0,103. On répète cette épreuve 5 fois de manière identique et indépendante. Grand X est la variable aléatoire qui compte le nombre de tests positifs, donc grand X
compte le nombre de succès. Donc, grand X suit une loi binomiale de paramètres n égale 5 et p égale 0,103. Question B. Calculer l'espérance mathématique E de grand X et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. E de grand X, quand grand X suit une loi binomiale, c'est égal à n fois p. Donc ça fait 5 fois 0,103, ce qui est égal à 0,515, et cela signifie qu'en moyenne, 0,515 athlètes seront dopés, auront un test positif si on répète cette expérience un grand nombre de fois. Question C. Quelle est la probabilité qu'au moins un des 5 athlètes contrôlés présente un test positif? On cherche ici la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 1. On peut le calculer en faisant l'événement contraire, 1 moins la probabilité que grand X soit égal à 0. Ce qui nous donne à peu près 1 moins 0,581, c'est-à-dire 0,419. Donc la probabilité qu'au moins un athlète ait un test positif est de 0,419. Question 2. Combien d'athlètes faut-il contrôler au minimum pour que la probabilité de l'événement au moins un athlète contrôlé présente un test positif soit supérieure ou égale à 0,75? Justifié. Ici, on a une nouvelle variable aléatoire grand Y, soit grand Y. La variable aléatoire qui compte le nombre de tests positifs pour n athlètes. Pour les mêmes raisons que précédemment, grand Y suit la loi binomiale de paramètres n non connus et p égale 0,103. On veut ici que la probabilité que grand Y soit supérieur ou égal à 1 soit strictement plus grande que 0,75. Mais la probabilité que grand Y soit supérieur ou égal à 1, c'est égal à 1 moins la probabilité que grand Y soit égal à 0. C'est-à-dire 1 moins 0 parmi n fois 0,103 exposant 0 fois 1 moins 0,103 exposant n. Et ça, c'est égal à 1 moins 0,897 exposant n.
Donc on veut que 1 moins 0,897 exposant n soit plus grand que 0,75, ce qui est équivalent à 0,897 exposant n plus petit que 0,25. On passe au logarithme, ça fait ln de 0,897 exposant n plus petit que ln de 0,25 qui nous donne ln de 0,897 plus petit que ln de 0,25. Et ça nous donne n plus grand que ln de 0,25 sur ln de 0,897, car attention, ln de 0,897 est un nombre qui est négatif et donc on change le signe de l'inégalité. Donc il faut que n soit strictement plus grand que 12,8, donc n supérieur ou égal à 13. Donc pour que la probabilité qu'au moins un athlète soit testé positif soit supérieur ou égal à 0,75, il faut tester au minimum 13 athlètes. On poursuit avec l'exercice 4, un exercice de géométrie dans l'espace. Dans un repère OIJK orthonorme de l'espace, on considère les points suivants A, B, C et S dont on connaît les coordonnées. Montrer que le triangle ABC est rectangle en A. Pour qu'un triangle soit rectangle, il faut qu'il ait un angle droit. Donc, s'il est rectangle en A, ça veut dire que AB et AC sont orthogonaux. Et donc, pour montrer que c'est un triangle rectangle, il suffit de montrer que le produit scalaire des vecteurs AB, AC est égal à 0. Le vecteur AB est de coordonnées 3, moins 2, ce qui fait 1, moins 1, moins 1, ce qui fait 0, 2, moins 0, ce qui fait 2. Les coordonnées du vecteur AC sont 0, moins 2, ça fait moins 2, 4, moins 1, ça fait 5, 1, moins 0, ça fait 1. Donc AB scalaire AC est égal à 1 fois moins 2, donc moins 2, 0 fois 5, 0, plus 2 fois 1, 2, ce qui fait bien 0. Donc les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Et donc, ABC est rectangle en A. Question 2. Petit a, calculer la longueur SA. La longueur SA, c'est la racine carrée de 2 moins 0 au carré plus moins 1 au carré plus 0 moins 4 au carré. Ce qui nous donne racine carrée de 2 au carré, ça fait 4. Moins 1, ça fait moins 2 au carré, ça fait 4. 0 moins 4, ça fait moins 4 au carré, ça fait 16. Ça fait racine carrée de 24, ce qui peut être simplifié en 4 fois 6, et ça nous donne donc 2 racine carrée de 6. Question B. On donne SB égale racine carrée de 17. On demande d'en déduire une mesure de l'angle AB
ASB arrondi au dixième de degré. Pour cela, on va se servir du produit scalaire. Si je calcule SA scalaire SB, ça va être égal à SA fois SB fois le cosinus de l'angle ASB. J'ai donc besoin des coordonnées du vecteur SA. Les coordonnées du vecteur SA, ça fait 2 moins 0, ça fait 2. Moins 1, ça fait moins 2. 0, moins 4, ça fait moins 4. SB, maintenant, 3 moins 0, ça fait 3. Moins 1, ça fait moins 2. 2 moins 4, ça fait moins 2. Du coup, j'ai SA scalaire SB qui est égal à 2 fois 3, 6, moins 2 fois moins 2, plus 4, moins 4 fois moins 2, plus 8, ce qui fait 18. SA fois SB fois le cosinus de l'angle ASB est donc égal à SA scalaire SB. Donc on a SA, on vient de calculer que c'était 2 racine carrée de 6. SB, il est donné, c'est racine carrée de 17 fois le cosinus de l'angle ASB qui est égal à 18, le produit scalaire qu'on vient de calculer. Donc on en déduit que cosinus de l'angle ASB est égal à 18 sur 2 racine carrée de 6 fois racine carrée de 17. Et donc que l'angle ASB est égal à cos moins 1 de cette valeur-là, 18 sur 2 racine carrée de 6 fois racine carrée de 17, ce qui donne à peu près 26,98. Donc vu qu'on nous demande au dixième de 2 degrés près, ça fait 27,0 degrés. Donc l'angle ASB mesure environ 27,0 degrés. On poursuit avec la question 3. Petit a, montrer que le vecteur n de coordonnées 2, 1, moins 1 est orthogonal au plan ABC. Pour qu'un vecteur soit orthogonal à un plan, il faut qu'il soit orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan. Et on a montré précédemment que ABC était un triangle rectangle, donc que les vecteurs AB et AC étaient non collinéaires. Donc on peut se montrer que le vecteur n est orthogonal au vecteur AB et au vecteur AC. J'ai réécrit ici les coordonnées des vecteurs AB et AC. Donc si je calcule n scalaire AB, ça fait 2 fois 1, ça fait 2. 1 fois 0, ça fait 0. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Donc le produit scalaire est égal à 0. Si je calcule n scalaire AC, 2 fois moins 2, moins 4. 1 fois 5, 5. Moins 1 fois 1, moins 1, ce qui fait bien 0. Donc, n orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan ABC, car le triangle ABC est rectangle en A, donc n normal au plan ABC. Question B, en déduire une équation cartésienne du plan ABC. Je prends un point M de coordonnées X, Y et Z qui appartient au plan ABC. Pour cela, il va falloir que les vecteurs AM et N soient orthogonaux, donc que le produit scalaire soit égal à 0. Le vecteur AM, il est de coordonnées X, moins 2,
y plus 1 et z. Scalaire, le vecteur n qui est de coordonnées 2, 1, moins 1, et on sait que ça doit valoir 0. J'obtiens donc 2 facteur de x moins 2 plus y plus 1 moins z égale 0, ce qui donne 2x plus y moins z moins 3 égale 0. C'est une équation cartésienne du plan ABC. Question C. Montrer que les points A, B, C et S ne sont pas coplanaires. Si, supposons que A, B, C, S soient coplanaires. À ce moment-là, il existe deux réels, alpha et bêta, tels que le vecteur SA soit égal à alpha fois le vecteur AB plus bêta fois le vecteur AC. Ce qui va nous donner le vecteur SA, il est de coordonnées 0, moins 2, ça fait donc moins 2, qui est égal à alpha fois le vecteur AB, donc alpha fois 1, ça fait alpha, moins 2 bêta. Ensuite, l'ordonnée du vecteur SA, ça fait moins 1, ça fait moins 2, qui est donc égal à alpha, non, 0 alpha, donc 5 bêta. Et pour finir, la cote du vecteur SA, 0 moins 4, ça fait moins 4, qui doit être égal à 2 alpha plus bêta. On obtient donc du coup que bêta est égal à moins 2 cinquièmes. Et si je remplace ici avec moins 2 cinquièmes, ça fait alpha qui est égal à moins 2 moins 4 cinquièmes, ce qui nous fait moins 14 cinquièmes. Et dans l'autre équation, on trouverait que 2 alpha est égal à moins 4 moins 2 cinquièmes, ce qui fait moins 20 moins 22 cinquièmes. Donc pour la première, on trouverait alpha qui est égal à moins 14 cinquièmes et alpha pour la seconde qui est égal à moins 11 cinquièmes, ce qui n'est pas possible. Donc alpha, bêta n'existe pas. Donc S, A, B et C ne sont pas coplanaires. On poursuit avec la question 4, soit D, la droite orthogonale au plan ABC passant par S. Elle coupe le plan ABC en H. Déterminer une représentation paramétrique de la droite D. Comme D est orthogonale au plan ABC, le vecteur n est un vecteur directeur de D. Je prends un point M de coordonnées x, y, z qui appartient à D. Cela va être possible si et seulement si le vecteur SM
est égal à k fois le vecteur n. Le vecteur SM va être de coordonnées x, y moins 1, z moins 4. K fois le vecteur n est de coordonnées de k, k et moins k. Et donc, on obtient x égale 2k, y moins 1 égale k et z moins 4 égale moins k, ce qui nous donne une représentation paramétrique x égale 2k, y égale 1 plus k et z égale 4 moins k, une représentation paramétrique de D. Question B. Montrez que les coordonnées du point H sont 2, 2, 3. Là, il y a deux possibilités. Soit on cherche le point d'intersection du plan avec la droite D en cherchant un point qui soit solution des deux équations, à savoir la représentation paramétrique de la droite et l'équation cartésienne. Soit, étant donné qu'on nous donne un point, on va vérifier que ce point de coordonnées 2, 2, 3 appartient à la droite et appartient au plan. Et à ce moment-là, vu que l'intersection de la droite et du plan, c'est le point H, on en déduira que les coordonnées de H ne peuvent qu'être les coordonnées de ce point-là. Donc, on ne donne pas de nom à ce point-là, tout simplement pour le moment, c'est pas nécessaire. Et on va vérifier que ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne du plan et l'équation paramétrique de la droite que l'on a. Si je commence par l'équation paramétrique, je trouve que 2 est égal à 2k, que 2 est égal à 1 plus k, et que 3 doit être égal à 4 moins k. Pour que ce soit vérifié, il faut que je trouve la même valeur de k. La première équation conduit à k égale 1. La deuxième équation, ça fait 2 moins 1 égale k, c'est-à-dire k égale 1 aussi. Et la troisième équation, 3 moins 4 égale moins k, donc moins 1 égale moins k, et donc k égale 1. Donc, le point de coordonnées 2, 2, 3 appartient à la droite D. Voyons si ce point de coordonnées 2, 2, 3 appartient au plan. Le plan est de coordonnées 2x plus y moins z moins 3 égale 0. Donc 2 fois 2 plus y, 2, moins z, 3, moins 3. Est-ce que ça vaut 0? 2 fois 2, ça fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. 6 moins 6, ça vaut 0. Donc le point 2, 2, 3 appartient au plan ABC. Or, on sait que H est le point d'intersection de D avec ABC. Donc, le point H ne peut être que de coordonnées 2, 2 et 3. Dernière question, on rappelle que le volume V d'un tétraèdre est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Calculez le volume du tétraèdre SABC. Le tétraèdre SABC a pour base le triangle ABC, rectangle en A. Donc, R de la base
est égal à AB fois AC divisé par 2. Voyons quelle est la hauteur du tétraèdre. La droite D est orthogonale au plan ABC et elle passe par S et coupe le plan ABC en H. Donc, SH est la hauteur du tétraèdre relatif à la base ABC. Donc, le volume du tétraèdre est AB fois AC sur 2 fois SH sur 3. La hauteur SH, il faut la calculer. Racine carrée de le point H est de coordonnées 2, 2, 3 et le point S est de coordonnées 0, 1, 4. Donc ça fait 2 moins 0 au carré plus 2 moins 1 au carré plus 3 moins 4 au carré, ce qui nous donne 2 au carré, ça fait 4, 2 moins 1, ça fait 1, donc 1 au carré, ça fait 1, 3 moins 4, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1, ce qui nous fait racine carrée de 6. Il nous faut la longueur AB et la longueur AC. La longueur AB, étant donné qu'on avait les coordonnées du vecteur AB qui était 1, 0, 2, on en déduit que la longueur AB est égale à la racine carrée de 1 au carré plus 0 au carré plus 2 au carré, ce qui fait racine carrée de 1 plus 4, ça fait racine carrée de 5. Et le vecteur AC était égal à moins 2, 5, 1. La longueur AC est égale à la racine carrée de moins 2 au carré plus 5 au carré plus 1 au carré. Donc AC est égal à 4 plus 25 plus 1, ce qui fait racine carrée de 30. Et donc le volume que l'on cherche est égal à racine carrée de 5 fois racine carrée de 30 sur 2 fois la racine carrée de 6 sur... On obtient 5 comme volume. Donc le volume du tétraèdre ABCS est 5 unités d'air. Voilà, j'espère que la correction de ce bac blanc vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs et de repartir sur des bonnes bases pour cette fin d'année qui s'annonce très courte et encore chargée au niveau des connaissances. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et j'y répondrai volontiers.